merci pour cette introduction. Après ça, je me sens petit comme ça. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, madame. Je ne sais pas qu'il y a encore d'autres personnalités, mais en effet, on est tous des personnalités. Donc, bonsoir, messieurs, dames. Je vois qu'il y a beaucoup d'amis en journée ici. Was klaar, les amis? Bouw mij uit aan. Oui, donc, je suis belge, mais pour moi aussi c'est un anniversaire, parce que c'est 10 ans que je suis en retraite et que je passe la moitié de mon temps à Alzone, une belle région, un environnement avec des vignes, des tournesols, des gens très aimables, très amicaux. Oh, je me sens bien ici. Avec ma femme Diana, une créature la plus aimable que le Big Bang a jamais créée. Créée. Bon, M. Lettier a dit que je suis un spécialiste, je ne sais pas quoi, mais enfin, je ne suis pas un spécialiste. J'ai une très vaste expérience. J'ai commencé à étudier les sciences, la chimie, tous les jours, la physique nucléaire, le monde de tout petit, un peu de la création de l'espace et l'évolution jusqu'au homme humain, donc le monde du très grand. Donc, au point de vue étude, du tout petit jusqu'à plus grand. Après, je suis entré dans la recherche de retraitement des combustibles nucléaires. Mais la recherche, je voulais voir le monde. Donc, j'ai commencé à travailler pour une société américaine dans le nucléaire pour faire des contacts en Europe. Donc, faire des contacts dans l'industrie nucléaire. Mais à un certain moment, l'incident à 3 Miles Island, dans les États-Unis, le premier incident nucléaire, notre société disait « Oh, c'est trop dangereux, on arrête ». Moi, au chômage, mais j'avais des contacts avec une autre société, Exxon, nous on le connaît par le SO, mais c'est plus que du pétrole, c'était aussi nucléaire, donc énergie, mais ils ont une très grande division chimique. On fait toutes les choses qui aident à notre confort. Et on m'a demandé, ah mais venez chez nous, on va arrêter le nucléaire comme les autres, mais la division chimique, on a besoin de gens comme vous. Donc, je ne suis pas disons, scientifique en soi-même, mais je suis un genre d'explorateur, parce que la société a dit, tu vas être le contact entre nous et le monde entier. Tu vas voir partout, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, la Chine, partout, comment est-ce que vous vivez, vous avez besoin de quoi, est-ce qu'on peut vous aider, etc. Et alors, est-ce qu'on peut vous aider avec des produits? Est-ce qu'il faut adapter nos produits à vos lois? Est-ce qu'on peut vous aider avec la recherche? Est-ce qu'on peut vous aider à construire des usines? Enfin, un peu comme ça. Et avec ça, je retourne à ma société et je dis, bah, voilà. Donc, c'est un genre d'explorateur. Et c'est pour ça que j'ai une expérience large. En plus, en parlant avec des gens dans le monde, j'ai parlé avec des gens dans la rue, dans des bidonvilles, dans des villes africaines. Je ne vais pas y raconter. J'ai parlé aux plus hautes organisations en Chine à la fin de la période Mao, qui étaient responsables pour tout ce qui est industrie, etc., donc de plus en moins.
Donc j'ai aussi appris les gens. On dit, wow, tout le monde est le même, les droits de l'homme. Non, 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 non. Chaque individu est un individu à part. Ici, dans cette salle, chaque individu est unique. Et c'est comme ça ici, et c'est comme ça dans tout le monde. Donc c'est très important de... Comment est-ce qu'on peut parler avec les gens, sentir que c'est vrai, etc. Donc ça, c'est aussi une expérience. Et tout ça, ça me donne l'occasion de parler ici, pas seulement comme scientifique, mais pour essayer de faire quelque chose pour l'avenir. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Bon, je me demande... Enfin, moi je peux parler de n'importe quoi. N'importe quoi. Mais bon, la région, la télévision, zap, zap, zap. Oh, réchauffement. Oh, durabilité. Oh, migration. Oh, les prix des carburants. Non, non, une sadoule. Mais enfin, bon, je suis flexible. Si c'est ça que les gens intéressent, je vais apprendre. Allez, voilà. Bon, on va parler vers une société durable pour nous tous. Mais... Alors, M. Dupré dit, ah, mais ça c'est intéressant, parce que la région, voilà, il s'intéresse, etc., etc. Donc, alors, on va aller dans cette direction-là, hein, parce que j'ai vu l'Occident a un projet très ambitieux. Voilà, madame, vous connaissez la présidente. L'Occitanie a pour ambition de devenir la première région à énergie positive d'Europe d'ici. Donc, voilà, je suis content de parler ici, hein, dans ce cadre-là. Et ça veut dire qu'on va ajouter vers parce que vous avez vu que la région avait beaucoup de projet dans l'hydrogène, je vais ajouter à la conférence grâce à l'hydrogène. Mais, à quoi sert une société durable si ce n'est pas en même temps une société agréable et confortable? Alors, un autre titre, vers une société durable, confortable et agréable grâce à l'hydrogène. Et après ça, on aura une dégustation. Et c'est pour vous démontrer ce que c'est un peu de vin, parler avec les gens. Voilà. Bon. Enfin, je dois le dire, tout ça, c'est déjà dans un livre que j'ai édité, qui est disponible là-bas. Aujourd'hui, on va parler un peu de ça, mais comme la personne de l'OECD a dit, ils sont beaucoup spécialisés dans ça. Donc ça c'est l'hydrogène et ça c'est la société comme il faut. Donc tout ça ensemble, ça va venir. Bon, vers une société confortable, agréable pour nous tous. Vers, ça veut dire on commence quelque part, vers une situation dans le futur et on va voir quels sont les obstacles. Quelle est la situation actuelle? Je vous ai dit que j'ai visité les bidonvilles en Afrique. Pas de route pavée, pas de toilettes sur la rue. C'est comme ça. Donc, relativement à ça, ici, dans notre région, on a déjà atteint une qualité de vie confortable en comparaison avec d'autres communautés sur le globe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici, même ici, des gens un peu moins
Donc aussi là, il faut faire quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ici une société qui marche? Parce que chaque individu, selon ses propres caractéristiques et selon ses propres compétences, fait une contribution à la société pour laisser marcher la société. Donc c'est une société à base de coopération, très important, où chaque individu apporte sa contribution spécifique et en échange, la société nous offre les moyens pour avoir une vie confortable, agréable, etc. Voilà. Donc, il faut des gens qui font par exemple le boulanger, il faut les jeunes qui doivent trouver une place dans la société, il faut des ressources, il faut de l'énergie. Donc, c'est pas comme ça. Il faut vraiment un cadre pour faire tout ça. Et si on parle d'énergie, voilà, sur une période d'une centaine d'ans, à 4 jusqu'à là-bas, donc il y a une croissance d'énergie énorme. Et si on voit où on est avec notre vent solaire, il y a du travail. Mais malheureusement, jusqu'ici ça va encore, mais il y a des effets écologiques indésirables. C'est-à-dire, si on continue comme ça, il y a un épuisement des ressources naturelles, il y a la pollution, voilà la pollution, il y a une dégradation des biotopes, il y a une contribution au réchauffement, donc il faut être un peu prudent si ça continue comme ça. Est-ce que c'est durable? Nous, ici, maintenant, ça va, mais dans quelques années, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, si on voit dans le futur, il y a les pays pauvres et les gens pauvres ici. Il faut un certain rattrapage parce qu'il faut tout les mener à un certain niveau qui est agréable à vivre. Par exemple, l'énergie par homme et par jour. Où est en France? Où est la France? Ah voilà, la France, voilà. Donc disons 500. La Chine, la moitié, mais il faut le multiplier par 1 milliard de Chinois. Et si on voit la Chine, c'est surtout du fossile, presque pas de durable. La France, ça va un peu, c'est un mélange. Donc si on veut un rattrapage de là-bas, ça va demander beaucoup d'énergie, beaucoup plus qu'on a maintenant. Donc ça, c'est un problème. Alors, en plus, il y a une hausse de la population. Maintenant, on est à, disons, 7 milliards, dans quelques années, dans 10, et après à 11. Donc, plus d'énergie, plus de ressources, plus de ci, plus de ça. Et la conséquence, plus de pollution, plus de ci, plus de ça. Voilà. Donc, les ressources finies, hausse des besoins, des ressources, hausse de l'énergie. Donc, les effets indésirables, ça ne va pas marcher. Voilà. Ceci remet donc en question la durabilité de notre système. Alors, les Nations Unies, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe, il faut faire quelque chose, parce que, bon, on a demandé à l'ICPCC, donc c'est une organisation qui étude les changements du climat, et ils ont constaté, au début de l'industrialisation, on était là, avec la température, et ça augmente, donc si on ne fait rien, on va finir là-bas, les océans vont vaporiser, etc. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est commencé avec l'industrialisation, ça doit être les activités
industrielle, donc le CO2. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si ça c'est le CO2 dans cette période-là où la température monte, il faut arrêter le CO2. Mais comment arrêter le CO2? Parce que ce sont des activités pour notre confort. La douche chaude le matin, manger chaud, l'électricité, tout ça, ça ne nous regarde pas, il faut arrêter le CO2. Voilà. Donc, à ce moment-là, je me demande, est-ce que c'est vraiment comme ça, c'est un peu trop étroite? Comme scientifique, il faut voir un peu plus large que seulement le focus sur le CO2. Donc, la durabilité et le réchauffement climatique sont actuellement des thèmes importants dans des dialogues politiques et publics, mais ils sont surtout à base émotionnelle, idéologique, politico-stratégique. Et la science, c'est un peu, enfin, caché. Donc, il faut bien une vision bien fondée. Et on dit toujours, ah, mais c'est les scientifiques qui ont dit ça. Non, non, même les scientifiques, on peut voir comme ça, ou on peut voir comme ça. Et je vais vous donner un exemple. Voilà. Si par exemple on pense à, je veux une comparaison entre une voiture électrique et une voiture diesel. Bon, monsieur le scientifique, je veux comparer les deux voitures en roulant. Le scientifique mesure, bon, électrique, CO2, rien. Bon, diesel, ouh, voilà. Voiture électrique, une vierge écologique, la diesel, un monstre écologique. Bon. Alors, il y a la méthode ACV, ça veut dire Life Cycle Analysis, donc l'analyse du cycle de vie. Ça ne va pas comme ça va de là, du début à la fin. Alors, on a une meilleure idée de la vraie contribution. Donc, ici, il faut voir une étape préparative. Donc, la voiture, il faut de l'acier, il faut le fondre, il faut le transporter, etc. Alors, l'étape fonctionnelle, l'usage, hein, comme je dis, 0 pour la voiture électrique et la diesel. Après, on a la fin de vie, donc il faut démolir, il faut recycler, etc. Donc, tout ça, ça donne un autre résultat que la petite étude qu'on a parlé au début. Voilà le résultat. Donc, ça c'est la voiture diesel. Et donc, on parle du CO2 maintenant, que du CO2. Ça c'est la voiture diesel. Où est-on en France? Ça c'est la voiture en France. Pourquoi la différence? Ah, c'est simple. La fabrication de la voiture, etc., c'est un peu la même. Mais la différence est entre le diesel et l'électricité. Parce qu'une voiture électrique, il faut quand même de l'électricité. Et où est-ce qu'on cherche l'électricité? Ah, ça dépend du pays. Par exemple, en France, avec son nucléaire, très peu de CO2. Peut-être un autre danger au point de vue de l'activité, mais ça, c'est autre chose. Mais par exemple, en Pologne, où on fait de l'électricité 80% à base fossile et charbon, ou la même voiture électrique, hein, c'est déjà d'autres choses, presque comme la diesel. Donc c'est pour ça, dans tous les dialogues qui sont surtout émotionnels et idéologiques, il faut ajouter une vue scientifique, mais pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Et c'est cette méthode qu'on va suivre pour le reste de cette
exposé. Voilà, donc, c'est ce que j'ai dit. Mais les considérations émotionnelles, idéologiques, etc., ils sont importants parce que nous sommes pas seulement des êtres intelligents, mais aussi des êtres émotionnels. Donc après, dans la politique, etc., il faut le compter. Mais il faut d'abord commencer par une vue objective. Bon, alors, je vous ai parlé du rapport qui a dit « Oh, voilà, ça commence, l'industrialisation, voilà, on a des problèmes. » Pour l'IPCC, il disait « Arrêtez tout. » Maintenant, on va revoir tout ça avec les lunettes de l'ACP, donc la cycle analyse de vie. Le rapport lui-même, il dit, bon, la température est montée de 1 degré, oui, c'est des mesures, c'est vrai, il ne faut pas douter. Si ça continue comme ça va monter 1 degré, c'est vrai. Si ça continue en plus, alors on aura des problèmes. C'est juste aussi, hein, le réchauffement, variabilité climatique, sécheresse, par exemple en Afrique, on aura des problèmes pour se nourrir, etc., donc économiques, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier la hausse du niveau de la mer. Mais, comme j'ai dit, il ne faut pas voir comme ça. Non, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe avant. Voilà. On va prendre une période de 600 millions d'années. La vie sur la Terre, c'est 3 milliards. Pourquoi 6 millions? Parce que c'est une période qui est, disons, où la vie comme on le connaît maintenant a existé. Qu'est-ce qu'on voit? La température. Maintenant, on est là-bas. Mais dans le temps, la température était haute, une période glaciaire, plus haute, glaciaire, plus haute, glaciaire, plus haute, glaciaire, et on a juste commencé à remonter de la dernière période glaciaire. Ouh, réchauffement. Ah, le CO2, hein? Parce qu'on dit, oh, c'est le CO2 qui l'a fait, il faut arrêter. Le CO2, bon, maintenant il est là. Hein? Le plus bas c'était 140 ppm, maintenant on est à 400. Mais par exemple, dans une période glaciaire, le CO2 était de 10 ou 20 fois plus haut que maintenant. Donc, ça ne peut pas être seulement le CO2. Il y a encore d'autres choses qui jouent sur le réchauffement. Enfin, la température minimale 11, 20, maintenant on est à 15. Donc, on commence à monter. Le CO2 minimum 140, maintenant on a 7000. Donc, on commence à rien. Les océans, 100 mètres moins, 300 plus. Enfin, je ne vais pas commenter là-dessus. La dernière période, voyons, nous sommes en train de remonter, mais ça va avec comme ça. Hein, donc, parfois on accélère, parfois on ralentit. Bon. Donc tout ça, ça veut dire que ce n'est pas seulement le CO2, il y a d'autres choses. Pourquoi la Terre a une certaine température? Parce qu'il y a de l'énergie qui entre, et chaque chose qui a une certaine température, ça donne une émanation d'infrarouge, de chaleur. Donc, il y a de la chaleur qui monte.
Mais il y a une zone à effet de serre qui retient l'énergie qui veut sortir. Donc la température ici, c'est un équilibre entre les deux. Voilà, c'est une balance entre énergie entrante et énergie sortante. Et entrante, c'est les énergies des rayons solaires cosmiques, et sortante, c'est les énergies de l'infrarouge proportionnelles à la température de la Terre. Donc c'est ça la base. Alors il y a le filtre absorbant qui retient la chaleur. C'est la poussière, c'est le nuage, mais c'est surtout les gaz à effet de serre qui absorbent l'infrarouge. On dit toujours, ah, le CO2, non, non, d'abord l'eau. Voilà, l'eau. Donc les nuages, etc. Pour plus que la matière. Alors le CO2 et alors d'autres. Et très intéressant, si on n'avait pas une zone à gaz de serre, la température sur la Terre aurait 18 moins. Donc, les océans complètement gelés, vie pas possible. Ici, on est là parce qu'il y a une zone à effet de serre, mais toujours en modération. Et ça, c'est le problème. C'est aussi le problème avec d'autres choses. Donc, les gaz à effet de serre, on les a vus. Donc voilà, l'eau, le CO2 et alors quelques autres, les oxydes, le méthane et le dioxyde. Donc on a vu qu'il y a des causes naturelles et anthropogènes, donc par l'homme, produits par l'homme. Si ça change, quelles sont les causes? Bon, l'énergie solaire qui entre, il faut savoir que le mouvement de la Terre, c'est parfois excentrique et plus centrique. Excentrique, ça veut dire moins d'énergie qui tombe sur la Terre. Centrique, ça veut dire plus d'énergie. Donc de là déjà, plus d'énergie, moins d'énergie, plus de température, moins de température. En plus, il y a le cycle solaire, environ 11 ans. Le soleil ne brille pas constamment, un peu plus, un peu moins, donc un cycle. Voilà où est-on, le cycle pendant où est-on maintenant? Ça c'est 2010, donc on est, voilà, ça veut dire dans quelques années, ça va descendre de nouveau. De soi-même, homme ou pas homme, ça va passer comme ça. Enfin, c'est une partie. Donc, l'énergie entrante, on l'a vu, l'énergie sortante, il y a une composition, ça dépend de la composition du filtre atmosphérique. Il y a des incidentels comme les éruptions volcaniques et météoriques, mais il y a surtout des variations naturelles à gaz à effet de serre. Le CO2, si on se concentre sur le CO2, bon, il y a des émissions, hein, le CO2 qui sortent, qui entrent dans l'atmosphère, c'est les océans, les érosions, etc., tout ça, décomposition organique, volcanique. Alors, il y a du CO2 qui est absorbé, de nouveau par des océans, par les plantes, la formation de carbonate, la sédimentation, donc c'est un équilibre. En plus, sur cet équilibre naturel, il y a les émissions humaines. Donc énergie, industrie, transport, chauffage. Et la déforestation, ça donne... Voilà. Donc naturel, anthropogène, humaine. On a ça
comme distribution de CO2 de source. Et là, cette partie-ci, c'est le CO2 humain. Donc, c'est 2 à 6% pour le moment. Mais il faut dire que peut-être cette partie-là est la partie la plus vite pour monter, tandis que le reste, c'est un équilibre naturel plus élevé. Donc il faut voir quelle est cette partie-là. Donc, voilà, humaine. Il y a un peu de tout, c'est le transport, c'est l'industrie, etc. Maintenant, et en plus, donc c'est l'industrialisation, et en plus, on aura le rattrapage des pays pauvres, on aura la hausse de la population, donc cette partie-là, ça va augmenter vite, plus vite que le reste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir un peu de tout, le transport, etc. Bon. Donc, maintenant la question revient. Vous vous souvenez, l'IPCC disait oh, il faut arrêter le chauffage, il faut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Influencer les causes naturelles, impossible. La nature fait ce qu'elle veut. Nous, on ne peut pas intervenir. Si elle dit je chauffe, elle chauffe. Si elle dit période glaciaire, période glaciaire. Bon, mais la portion anthropogène, la portion humaine, là, on peut faire quelque chose. Donc, par exemple, le CO2, quelles sont les sources d'énergie de l'industrie, transport, chauffage? Ah, disait le rapport IPCC de la source CO2, anthropogène, il faut à 0. Donc, monsieur, douche chaude le matin? Non, froide à partir de demain. Madame, cassoulet chaude? Que des crudités. Monsieur là, un verre de vin? Que de l'eau. Plate, parce que l'eau gazeuse, CO2. Plate. Enfin, soit. Donc on peut faire quelque chose. Mais la suppression des activités sources CO2 anthropogènes, comme je l'ai dit, ça va affecter un peu notre standard de vie. Hein? Et on n'aime pas ça. Donc il faut être un peu créatif. Peut-être qu'on peut remplacer les méthodes actuelles par des méthodes durables qui ne donnent pas de CO2 ou qui consomment de CO2. Peut-être qu'il faut donc un peu plus de la récupération de CO2 que maintenant. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc, conclusion, arrêter le réchauffement naturel, pas possible. Diminuer, c'est possible, mais combien? Ça, c'est une autre chose. Hein? Il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais... Bon. Ah. Bon. Donc, monsieur Andriac dit que je dois aller un peu plus vite pour arrêter le réchauffement. Et le réchauffement de la salle. Donc, maintenant, l'IPCC a dit qu'il faut arrêter tous, mais maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la créativité scientifique. Bon, il y a les énergies. Il faut passer chez des énergies durables, c'est-à-dire il y en a assez sur le monde, inépuisibles. Aussi, il ne faut pas oublier, pas de grands dangers comme Tchernobyl ou je ne sais pas quoi. Aussi, pas de CO2 ou moins. Ça doit être flexible, capacité globale, hein, pas seulement ici et par là.
et un coût économique raisonnable. C'est intéressant. Voilà. Donc ça c'est la caractéristique. Qu'est-ce qu'on a disponible? Voilà. Aujourd'hui le fossile, le solaire, les éoliennes, voilà, le pétrole, les mines, le nucléaire. On a toute une série de fossiles nucléaires solaires. Et des autres, par exemple hydraulique, marémotrice dans la mer, géothermique, biocarburant, et on ne fait pas très attention, mais c'est très important pour y ajouter, c'est la récupération de la valeur énergétique des déchets. C'est-à-dire qu'il faut le brûler. Ça donne la chaleur, on fait électricité. Où met la pollution? Très simple, on coupe la pollution avec un produit chimique qui transforme les gaz polluants, etc., dans un cycle chimique circulaire pour en faire des choses qu'on en a besoin. Voilà. Donc les fossiles, les réserves sont limitées. Il n'y a pas d'accident à Tchernobyl, mais écologiquement, il y a des gaz de serre, ils sont très flexibles, le coût économique est très compétitif, mais en effet, les fossiles sont à la base de notre bien-être qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça. Mais on ne peut pas continuer pour deux raisons. Ils sont limités, mais ça c'est le problème. Mais il faut de la pollution. Ça, il faut arrêter. Maintenant, donc, je vais dire quelque chose que vous n'aimez pas, mais on peut continuer avec les fossiles, même le charbon, à condition qu'on élimine, on évite la pollution et on prend tous ces produits et on les entre dans un circuit de recyclage chimique. Voilà, comme ça. Et alors, ça peut être la fission nucléaire, ça nous a servi bien, mais les réserves globales sont limitées, risque d'accident, et CO2 très peu, mais radioactivité, si ça commence à cracher la radioactivité dans les environs, c'est pas agréable. Tchernobyl, Fukushima, et si on ajoute Arzenz à cette liste, on va pas... Donc, bon, c'est une énergie grande échelle, mais ce n'est pas très flexible. Ce n'est pas un genre d'énergie qu'on arrête la nuit quand il ne faut pas l'énergie et qu'on redémarre le matin. Donc, ce n'est pas flexible. Bon, emplacement, etc. Donc, il y a de bons côtés, mais il y a des limites aussi. Au pas de coût opérationnel, c'est raisonnable, mais attends le moment où on dit qu'est-ce qu'on veut faire avec. Voilà. Bon. Alors, tout ça dans la poubelle, le soleil. Alors, le soleil, il y a encore 4 milliards à aller, donc pour nous, ça suffit. Mais le problème, c'est que le soleil brûle tout le temps, mais ici, sur cette place, du soleil, pas de soleil, etc. Donc, c'est variable. CO2, pendant qu'il est là, pas, mais la production de ça, c'est chimiquement très compliqué. Et le recyclage de ça, c'est aussi, donc, là-bas, point de vue environnemental, c'est pas comme il faut, ou comme on dit. Voilà, parce que échelle limitée, oui, enfin, on a de l'électricité, mais c'est pas comme une centrale nucléaire. Il y a des applications niches et tout ça, donc au point de vue coût, ça va.
pendant qu'il produit l'électricité, mais le faire et le détruire, c'est chimiquement très complexe. Alors, les éoliennes. La même chose, il y a toujours un peu de vent ici et par là, mais pas toujours ici où on en a besoin. Et pas toujours au moment où on en a besoin. D'autre côté, il n'y a pas très grand risque comme le nucléaire, donc de ce côté ça va. CO2, pendant que ça tourne, pas de CO2, mais l'acier qu'il faut pour le mettre là-dedans, etc., etc., etc. Donc avant qu'il a produit sa première joule d'énergie, il a déjà je ne sais pas combien de CO2 là-bas. Voilà. Donc, capacité restreinte pour un grand moulin, 2, 3, 4 mégawatts, enfin, c'est pas comme une centrale. Fluctuant, comme je dis, peu pratique pour donner l'énergie qu'il faut maintenant et dans le futur global. Et au point de vue coût opérationnel, c'est bien, mais construire et faire de vie, c'est un peu moins bien. Alors, les autres, qu'est-ce qu'on a? Hydraulique, les barrages, marémotrice, donc les vagues, géothermique, la chaleur du sol, enfin, 100 mètres, 200 mètres, je ne sais pas combien. Enfin, tout ça, c'est bien écologique parce que... Mais c'est la nature qui dit, ici, tu peux faire une barrage. Et je te donne de l'eau comme ça, et pas comme ça. C'est la nature qui dit. Donc, on est limité. Donc tout ça, enfin, tout ça, ça donne des ressources complémentaires, mais on a toujours la demande énorme. Donc il faut peut-être quelque chose d'autre. Ah oui, on a la récupération de la valeur énergétique des déchets, donc j'ai parlé, c'est bon, sous condition qu'on élimine la pollution, par exemple par l'hydrogène qui réagit avec le CO2, qui donne la méthane ou des méthanol, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça c'est important. En résumé, les durables, ils sont bien à la base de notre bien-être d'aujourd'hui, mais ça ne peut pas durer pour toujours, mais pour une certaine période, elle peut être utile pourvu que le CO2 soit récupéré et intégré dans le procédé circulaire de l'industrie chimique. Ça, je l'ai dit déjà. Donc, pour une certaine période, ça peut servir. Et maintenant, on dit fermer tous les centrales à charbon. Ce que moi je dis, pas trop vite, à condition que vous coupez la pollution. Voilà. Les pas durables, la fission nucléaire, bon, j'en ai parlé, contribution actuellement à la France, beaucoup, mais un risque si ça va vraiment mal. Bon. Donc, il faut, avec le nucléaire, il faut continuer aussi, parce qu'on ne peut pas fermer toutes les centrales en même temps, mais il faut faire très attention, plus qu'avant, que ça ne va pas mal. Alors, les durables, ce sont des sources naturelles, solaires et hydrauliques, valorisation énergique des déchets, avec récupération de CO2. Ça, c'est disponible. Mais, comme je dis, il est peu probable que les méthodes naturelles actuelles disponibles puissent assurer une capacité mondiale assez puissante et viable pour satisfaire les demandes énormes futures. Et vous avez une voilà, elle est là. Non. Voilà.
Et voilà, cela est là. Voilà. Alors, quoi faire? Quoi faire? Bon, les sources d'énergie naturelle peuvent apporter une certaine contribution durable, mais comme il est peu probable qu'elles soient assez flexibles, viables et capables de satisfaire les demandes mondiales énormes du futur, ou bien ils peuvent être intégrés dans un cadre plus puissant et aussi durable, ou bien on peut les installer en surcapacité, donc pour avoir 1 mégajoule d'électricité, il faut faire 5 mégajoules de je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'est pas pratique. Alors la recherche continue pour trouver des sources inépuisables en capacité globale, adéquates, non dangereuses, écophiles, flexibles, à débit réglable et à un coût économique raisonnable. Je m'excuse, mais même la science a des limites. Non, je suis venu ici pour vous donner un discours d'espoir, mais même la science a des limites. Bon. Il faut un miracle, le soleil, Madame Soleil. Écoute, André, je suis un scientifique. Bon, ben, si tu y crois, allez. Au revoir, Madame Soleil. Moi, stupide, scientifique, que je n'ai pas y pensé. L'hydrogène. Bon, alors, l'hydrogène. Voilà l'hydrogène. C'est un petit atome. Il est durable parce que l'hydrogène, les océans sont pleins de l'hydrogène parce que l'hydrogène et l'oxygène, ça fait du H2O, donc de l'eau. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est séparer l'hydrogène de l'eau. Et voilà, en abondance. L'hydrogène, ça peut servir comme énergie, mais par exemple dans la fusion, c'est un genre nucléaire, mais pas dangereux comme le genre qu'on a maintenant. Voilà. Donc, l'hydrogène, il peut fonctionner comme source d'énergie,
fusion nucléaire, méthode chimique et méthode électrochimique. Comme vecteur d'énergie, ça veut dire que je peux prendre l'énergie, l'hydrogène, y mettre de l'énergie, transporter et le sortir quelque part d'autre. Ou comme réactif chimique, j'en ai parlé, la pollution, l'hydrogène qui vient et qui met toute la pollution dans ses poches et l'envoie vers l'industrie chimique pour en faire des choses. Voilà. Donc, comme source d'énergie nucléaire, fusion nucléaire d'atomes d'hydrogène. Bon, un petit cours. La fission donne l'énergie nucléaire qu'on connaît maintenant. Ce sont des barres d'uranium. Uranium, un très grand atome. On tire un neutron avec beaucoup d'énergie sur ce grand atome. Ça coupe en mille, enfin pas mille, mais en pièces. Tous des pièces radioactives. Voilà la misère. Donc, c'est dangereux. Tandis que la fusion nucléaire, c'est complètement différent. C'est deux atomes hydrogène ou isotopes, enfin, qu'on presse ensemble, et parce qu'on les presse ensemble très fort, ils forment un atome presque double, pas le double, et c'est la différence qui sort comme énergie. Ça c'est la fusion. Mais, comme il faut les presser, il faut les garder dans un cadre avec le magnétisme, etc. Si quelque chose va mal, par exemple, le magnet s'arrête, il n'y a plus de pression, donc plus de conditions pour faire de l'énergie. Tandis que le nucléaire classique, si ça va mal, il va comme ça. Le nucléaire de fusion, si ça va mal, il va comme ça. Enfin, c'est un simple terme de la différence. Donc, pas les mêmes problèmes avec la fusion nucléaire. Électrochimique, c'est la pile à combustible. On a des projets ici dans la région, avec le train, sur les aéroports, etc. Chimique, bon, l'hydrogène et l'oxygène, ça réagit, comme le gaz naturel et l'oxygène, ça donne de la chaleur, mais sans CO2, que de eau. Donc, à grande échelle, on a la fusion nucléaire, voilà la fusion des isotopes, et l'énergie. Fusion nucléaire, centrale énergique de démonstration construction Cadarache. C'est pas loin d'ici, 200-300 km je crois, ça s'appelle ITER, et c'est une centrale à construction de 500 MW. Et après, on aura 2000-3000 MW. Donc, ça c'est 2 ou 3 centrales nucléaires d'aujourd'hui. À moyenne ou petite échelle, pile à combustible, donc c'est les voitures à l'hydrogène, c'est les bus, les trains, les petits moteurs. Réaction chimique, ça doit être hydrogène, pas comme le gaz naturel dans le chauffage, la production, etc. Comme vecteur d'énergie, il est en forme gazeuse, ou bien liquide, ou bien solide dans certaines conditions. Il peut être stocké et transporté facilement parce que l'hydrogène est déjà connu pendant des années dans l'industrie classique et chimique. Et comme je dis, il est bien connu, donc on connaît les techniques pour les manipuler. Stockage des excédents périodiques des éoliennes des panneaux solaires, beaucoup plus écophiles que les batteries classiques. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Des batteries énormes pour en faire les excès des panneaux solaires. Et avec l'hydrogène, les batteries. Et les batteries, c'est des métaux rares, c'est pas écophile. Donc, transport du gaz naturel,
longue distance par gazoduc, etc. Comme les chimiques, récupération chimique du CO2, je le dis, valorisation énergétique des déchets, on a dit, RIOC, on a dit, voilà, d'une économie d'industrie chimique linéaire, comme elle est maintenant, vers une économie, industrie chimique circulaire, chimique, grâce à Roger. Voilà. Où est-on? Bon, il y a un spécialiste ici. Si je dis des bêtises, il ne faut pas me dire maintenant, mais après, pardon, me dire fusion nucléaire, stade de développement avancé en France, oui, la France, centrale ITER, peut-être 2025, peut-être plus tard. Voilà, en construction. Donc ça c'est le tour que l'hydrogène va faire et il va être accéléré pour la fusion. Voilà. Puis la combustible, donc pour les voitures, les autobus, très simple. De l'hydrogène, de l'air avec l'oxygène, qui passe à côté d'une membrane, une membrane avec des catalysateurs chimiques qui aident un peu la réaction entre l'hydrogène et l'air. Et ce qui sort, c'est de l'électricité pure et de l'eau, tout. Pas de CO2. Génial. Stockage et transport, bon, comme je dis, il est bien connu dans l'industrie, donc tout ça c'est connu. Récupération et réintégration chimique de CO2, quelques applications existent déjà, mais il faut les améliorer. C'est comme le premier train à vapeur, et maintenant on a le TGV, donc il faut encore un peu d'améliorer. Pour pollution, donc une transition de l'économie linéaire actuelle à base de fossiles vers une économie circulaire durable à base d'hydrogène. Le stade permet déjà de diversifier, de commencer, comme on fait ici en Occitanie, hein, son train, ses stations de service, à l'aéroport, etc. Mais le vrai démarrage mondial, ça sera le moment où la fusion nucléaire deviendra commercialement disponible comme source d'énergie en abondance. Pas seulement à Cadarache, mais partout. Bon, donc il y a un certain trajet à faire. On commence aujourd'hui avec une économie linéaire à base de fossiles, nucléaire et un peu de durable. C'est là où on commence. D'abord, renforcer les mesures de sécurité pour les centrales nucléaires. Il faut vraiment éviter Tchernobyl. Garder une période intermédiaire l'énergie fossile. Il n'y a pas d'automate qui me... Enfin, vous ne l'aimez pas, mais c'est la réalité. C'est pratiquement faisable à condition que, je dis, hein, pollution. Et entre-temps, intensifier le développement d'une diversité d'applications, intensifier le développement de la démonstration de la fusion nucléaire,
développer une infrastructure de gaz, des stations à hydrogène au lieu de stations carburant, etc. Un peu jusqu'à 2005. Et après, du moment qu'on a énergie en abondance, par généralisation de la fusion, voilà, à ce moment-là, ici en même temps, on a une diversité d'applications commerciales. À ce moment-là, on est dans une économie circulaire hydrogène. Enfin, c'est peut-être pas pour nous, mais, j'ai dit 2100 pour tout le monde en France. Avancé. Donc, mais où le réchauffement, oui, j'ai oublié. Donc, l'hydrogène peut nous aider à satisfaire les objets du rapport IPCC pour minimaliser le CO2 anthropogène. Mais comme il est peu probable que l'élimination CO2 seule soit suffisante pour arrêter le réchauffement climatique, vous vous souvenez, hein? Alors, il peut nous aider pour prévenir ou remédier les effets écologiques. Par exemple, en Afrique, sécheresse, maintenant je ne sais pas combien d'habitants, double dans ces années, ils n'ont plus à manger. Où est-ce que je peux trouver un croissant et un verre de vin? Là, l'Europe. Et la moitié de l'Afrique, ici. On pense déjà qu'on a un problème maintenant, mais... Donc, l'hydrogène peut nous aider et peut aider les Africains. L'hydrogène va nous permettre de générer des quantités d'énergie nécessaires pour élever l'énergie globale pour contraire des effets, c'est ce que je dis. Par exemple, irrigation, etc. Voilà. Donc, société durable possible vers 2050, sans trop affecter notre niveau de confort actuel. Ça, c'est la question. Sans hydrogène, il ne nous reste que le rapport IPCC qui dit pas de douche, par ici, par ça. Il faut vivre comme l'homme de tout à l'heure. Mais avec l'hydrogène va graduellement compléter les alternatives durables, naturelles, comme le à partir de 2050. L'hydrogène sera capable de progressivement développer suffisamment la production sans être obligé de trop affecter les activités humaines actuelles qui sont à la base de notre standard de vie et confort actuel. Ça, alors, pour nous tous, parce qu'ici il y a des pauvres, il faut les aider, il faut de l'énergie, l'énergie. Les pays pauvres, il faut les aider, rattraper au même niveau que nous. Autrement, il y a des malcontents ici, il y a des malcontents là-bas, donc un monde en paix, sans hydrogène, c'est difficile à dire. Avec hydrogène, peut-être ça. Donc l'hydrogène nous offre les moyens pour générer de l'énergie durable en abondance pour les besoins du futur, mondialement disponible et flexible pour des applications de petite jusqu'à grande échelle. Peut nous aider à réduire les émissions de CO2 anthropogène comme imposées par le rapport, donc ils sont contents aussi. Nous offre aussi un moyen effectif pour aider à prévenir ou remédier certaines conséquences écologiques, comme je dis, par exemple en Afrique. Donc, la transition de l'économie actuelle linéaire à base fossile vers une économie hydrogène circulaire durable
va nous permettre de préserver notre niveau de vie et confort actuel d'une manière durable et donc évoluer vers une société agréable, confortable, durable pour nous tous, au niveau local, ici en France, que mondial. Ah, mais oui, je l'ai oublié. Ouh là là, voilà. L'Occitanie a pour ambition de devenir la première région à énergie positive d'Europe d'ici de... Ouh là là, ils ont une stratégie, ils ont un cadre de collaboration avec l'industrie, etc. Donc, l'Occitanie est en avance. C'est pas blablabla, non, c'est des projets. Le train, il va venir en Occitanie entre Montréchaux et je ne sais pas quoi. Il y a d'autres aéroports, industries, etc. Donc il y a un tas de projets en cours. Et voilà, la région accélère avec un plan hydrogène vert. Il coûte de mettre de l'argent. C'est une annonce il y a quelques jours par Madame la Présidente. Voilà. Donc, on aura vers une société durable, confortable et agréable pour nous tous grâce à l'hydrogène et l'Occitanie sera la première région en Europe, même dans le monde, confortable, agréable et durable. S'il y a des pessimistes qui ne sont pas d'accord, vous avez le droit de parler maintenant. Il y a un micro qui va se balader. Donc si vous avez des questions, merci Egon, merci Verlaine. Voilà. Donc, il y a plein de mains qui se lèvent. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. La question que je me pose, c'est quel est le facteur limitant à l'utilisation de cette énergie, l'hydrogène, qui a l'air si parfaite. Voilà, pourquoi on n'utilise pas déjà maintenant l'hydrogène? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne soit pas plus développée aujourd'hui? Oui, c'est une question complexe parce que, comme le réchauffement se passe de celui, la réponse à cette question c'est aussi complexe. Il y a d'abord le cadre scientifique, où est-on? Je l'ai expliqué, la fusion c'est un développement, mais ce n'est pas encore là. Il faut mettre un peu d'argent, mettre un peu d'aide, donc développement. Alors le cadre politique, c'est surtout émotionnel, idéologie, stratégie politique, et maintenant c'est voiture électrique, et c'est pas toujours une raison, disons, bien fondée au point de vue situation réaliste au point de vue scientifique. Donc, le cadre développement qu'il faut accélérer, le cadre politique qu'il faut faire un peu comme ça, comme l'Occitanie. Voilà. Si tout le monde faisait comme l'Occitanie, on irait déjà plus loin. Donc c'est un peu complexe. Je crois que notre société, comme je dis, c'est une société de coopération. Chacun, de son côté, doit faire une contribution vers l'avenir, avec en vue pas l'individuel, mais l'intérêt total. Donc, c'est complexe. Mais si on se réalise aussi connaissance, les gens dans la rue, ils ne savent pas beaucoup des possibilités. Donc c'est tout ça.
et c'est les gens dans la rue qui disent aux leurs politiciens ce qu'il faut faire. Hein, c'est un peu comme ça. Donc c'est complexe. Mais si on a, disons, une connaissance comme ici, qu'on peut distribuer, et les gens commencent à se réaliser, la science, la politique, l'industrie va suivre. Hein, au point de vue développement, pourquoi l'industrie n'est pas plus loin? L'industrie, c'est simple. On fait quelque chose, mais entre-temps, il faut payer ce qu'on fait. Donc si on ne fait pas de l'argent avec ça, on ne le fait pas. Hein? Donc, c'est complexe, mais peut-être que je vous ai donné quelques raisons. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un de mes phrases et là dire dans la presse, c'est la faute de l'industrie qu'il faut faire de l'argent. Non, il faut le prendre